Bonjour, le scénariste et dessinateur Pascal Bresson est notre invité. Il a déjà publié la biographie de Simone Veil, une biographie sur Beata et Serge Karlfeldt. Le voilà avec une biographie sur Robert Badinter, un travail formidable pour nous parler de celui qui a aboli la peine de mort. Pascal Bresson donc, notre invité dans Délivrez-vous. Bonjour Pascal Bresson. Bonjour Sarah. Je suis ravie de vous rencontrer. En plus, ravie de vous rencontrer au sein d'une librairie, au milieu des livres. On est à la librairie Le Hall du Livre à Nancy. On va parler de vos liens avec Nancy. Vous êtes là dans le cadre d'un festival de bande dessinée à Gerville. Tout à fait. Vous êtes là pendant 3 jours et notamment pour parler, pour signer autour de ce beau travail, autour de Robert Badinter aux éditions Marabule. Avant de parler de travail que vous avez fait autour de Robert Badinter et d'avant de vous présenter vraiment, savoir votre lien avec ces lieux comme ça, ces lieux remplis de livres, remplis d'histoires, d'histoires vécues, d'histoires imaginaires. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Comme dirait Victor Hugo, lire c'est voyager. Ouais. Et en fait, une librairie, c'est du voyage partout. En fait, on peut dire que je suis vraiment né dans le livre parce que, comme Obélix, je suis tombé dans la marmite grâce à ma grand-mère. Et en fait, j'ai découvert les aventures de Tintin très tôt, donc à 5 ans. Et en fait, la bande dessinée ne m'a jamais plus quitté. Mais en même temps, comme j'aime à dire, je suis plutôt un grand lecteur de littérature que de bande dessinée. D'accord. Donc, je citais Victor Hugo, mais Romain Gary ou Albert Camus, qui sont vraiment mes 3 auteurs. Donc, quand je rentre, très honnêtement, ma première visite, c'est de me rendre dans le rayon Victor Hugo, Camus, Romain Gary, et dans toutes les librairies possibles. C'est incroyable parce que finalement, on démarre cette interview tous les deux et vous commencez par Victor Hugo. Oui. Le livre sur Badinter ouvre sur Victor Hugo parce qu'une des figures importantes pour Robert Badinter, c'est Victor Hugo. Et deuxième figure importante, vous me parlez de votre grand-mère, et la grand-mère de Badinter a été très importante. Vous êtes scénariste depuis quelques années maintenant, vous avez commis une 40aine d'ouvrages, tout confondus, beaucoup d'ouvrages qui rendent hommage à des grandes figures de l'histoire, on y reviendra. Mais effectivement, ça fait combien de temps que vous publiez? Quand je dis de nombreuses années, voilà, c'est ça, plus de 30 ans. Alors j'ai commencé en tant que dessinateur, et c'est vrai qu'il y a une 15aine d'années, je me suis... Alors je dessine toujours évidemment, mais je me suis beaucoup plus spécialisé dans le scénario. Pourquoi le scénario ? Parce que l'écriture est venue tardivement et on croit toujours qu'on est incapable. Et à partir du moment où on vous lance un défi, que vous le réussissez, en fait je suis tombé dedans. Et l'écriture me correspond davantage que le dessin. Parce qu'en fait, quand on est scénariste, déjà on peut travailler sur plusieurs projets. Qu'un dessinateur, très honnêtement, il est à sa table sur un projet pendant 1 an et demi. Pour moi, je suis devenu impatient. Donc l'écriture, c'est quelque chose qui me fait rêver. Et quand on travaille sur des sujets, que ce soit Simone Veil ou Robert Badinter, ce sont des longs sujets. C'est quand même 2 ans, 3 ans d'écriture, parce qu'il y a beaucoup de recherche. Et oui, par rapport à Victor Hugo, comme vous l'avez dit, Robert Badinter a marché sur les pas de Victor Hugo et lui-même se disait un hugolâtre. Un hugolâtre, ça commence par ça, ça ouvre vraiment sur le Panthéon et sur Victor Hugo. Mais juste, vous venez de dire un truc important, vous venez de me dire, je suis passée au scénario, à l'écriture, parce que c'était trop long de dessiner, parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire, beaucoup de choses à dire, à raconter. Alors c'est vrai que j'ai commencé par le dessin, parce que j'ai eu la chance très tôt de rencontrer mes idoles, notamment je cite Tibet, qui était le dessinateur de Ricochet, et René Follet, qui était un grand illustrateur. Donc ce sont 2 Belges. Très tôt, à 11 ans, je les ai rencontrés, ils m'ont fait confiance. Tibet m'avait d'ailleurs ouvert sa porte pendant les vacances scolaires, notamment à Pâques. C'est comme ça que j'ai appris le métier. Et puis de fil en aiguille, forcément, on vient à publier. J'ai commencé à travailler dans la revue À suivre de chez Casterman. Et puis après, j'ai fait de nombreux livres, mais je ne m'y retrouvais pas. Et puis, encore une fois, c'est un travail de longue haleine, le dessin. Et puis un jour, on m'a demandé d'écrire une histoire sur le Mont Saint-Michel. Très honnêtement, on se croit toujours incapable. C'est pour ça, je dis toujours, parce que je rencontre beaucoup de jeunes, tout est possible dans la vie. Il faut simplement se donner aussi les moyens. Et j'ai fait une première histoire sur le Mont Saint-Michel, ça a marché. Puis après, je me suis prêté au jeu. Puis après, je suis vraiment devenu, on va dire, scénariste à plein temps. Et les grandes figures, c'est tellement important, puisque là, on parle de transmission. Vous avez évoqué Simone Veil et Robert Badinter. Et j'aime beaucoup cette phrase de Simone Veil qui dit «
on a le devoir d'enseigner et de transmettre le devoir de mémoire. Oui, c'est un devoir de transmettre, de dire des choses importantes, surtout en cette période, j'ai le sentiment. Ce livre-là, Robert Badinter, alors il y a un sous-titre qui est L'homme juste, mais de mettre son nom, ça montre bien qu'on va plonger dans sa vie, mais pas seulement, on va plonger dans sa tête. Oui. Parce que vous le faites parler dès le départ. C'est vrai. Et c'est très troublant, déjà. Parce qu'effectivement, c'est un homme qui est mort, disparu. Et rentrer dans la tête d'un homme comme ça, est-ce que ça a été pour vous vertigineux? Est-ce que vous vous êtes posé au départ la question de vous dire, est-ce que je le fais parler? Est-ce que je le mets lui? Et est-ce que j'ose le faire? Est-ce que vous vous êtes posé la question de l'autorisation? Alors oui, alors je me base toujours sur, par exemple, le livre de Dominique Misica qui porte le même nom. Alors on a une base, mais après, évidemment, j'ai mis beaucoup de moi-même. Vous avez évoqué sa grand-mère. J'ai été élevé par ma grand-mère, donc j'ai recherché beaucoup de souvenirs et en fin de compte, je me suis beaucoup retrouvé. Après, on peut inventer des dialogues. Le métier de scénariste, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle d'un personnage, on le fait parler, même si je ne l'ai pas rencontré, parce qu'elle est décédée pendant le livre, je l'ai fait parler. J'ai tellement lu de choses sur sa vie, regardé des reportages, des interviews, que quelque part, je me le suis approprié. J'étais devenu aussi Robert Badinter, comme je suis devenu Simone Veil, et en fait, j'avais cette facilité de le faire parler. En plus, dans le livre, il y a une jeune fille, une jeune étudiante qui s'appelle Noémie. Elle n'a jamais existé, elle aurait pu. Donc on n'est jamais très loin de la réalité, de la vérité. Et Badinter, en fait, il transmet, c'est le relais. Il transmet sa vie. C'est pour ça dans ce livre-là, on évoque vraiment tout son parcours, toute sa vie. Et comme vous l'avez précisé, puisque vous avez parlé du Panthéon, j'étais assez visionnaire pour le coup, parce que vous allez certainement l'évoquer, il rentre au Panthéon le 3 octobre. Et dans ce livre, puisqu'il adore... C'est un hugolâtre, donc j'imaginais qu'il s'était rendu à plusieurs reprises au Panthéon rencontrer Victor Hugo dans sa crypte. Pour ne pas dévoiler non plus la fin, très honnêtement, j'étais assez visionnaire sur ce coup. Oui, mais j'imagine. Effectivement, première page, il parle d'Hugo, hugolâtre, et il explique le Panthéon, et surtout il explique comment Victor Hugo est quelqu'un qui a aussi combattu contre la peine de mort. Tout à fait. 2 pages sur le Panthéon, puis on fait un gros saut en arrière et on démarre en 1972. Moment important où Badinter est un jeune avocat et il se retrouve confronté à un de ses clients. On lui apprend la veille que son client va être pendu le lendemain matin. Vous choisissez d'entrer par ça, qui est un des moments les plus importants et qui va totalement bouleverser la vie de Robert Badinter. C'est comme au cinéma en fait, quand on démarre un livre, surtout maintenant, il y a tellement de choix, la bande dessinée c'est du cinéma sur papier, donc il faut en scène d'ouverture quelque chose de fort. Et Bontemps, c'était on va dire la première personne qui l'a défendu. On est à 3, vite fait en 72, 2 prisonniers tuent une infirmière et un garde, il y a le procès. Badinter arrive, il est persuadé qu'il va sauver... Alors, en fait, il remplace un autre avocat qui n'a pas pu venir. Donc, c'est vraiment, on va dire, sa première expérience du feu. Et là, très honnêtement, il va perdre ce procès. Bontemps va être forcément exécuté. Donc, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est voir toute cette partie bienveillante et humaniste qu'il avait vis-à-vis de son client. Parce qu'avant d'être exécuté, il allait le voir tous les jours, il prenait un café. En fait, il se culpabilisait de ne pas l'avoir sauvé. Et à un moment donné, comme vous l'avez évoqué, parce que ceux qui étaient condamnés, exécutés, n'étaient pas prévenus. Et l'avocat, à 18h, il est en train de travailler. Robert Badinter reçoit un coup de téléphone. Monsieur Badinter, votre client sera exécuté demain à la prison de la Santé à 4h du matin. Et là, on voit vraiment tout le cheminement, le rituel. Ce qui est intéressant, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est que c'est la première fois qu'il voit une exécution. Il rentre dans la prison de la Santé, il y a un long couloir. Et la première chose qu'il voit, c'est une moquette, des tapis. Et là, il demande au prêtre qui est à côté, mais qu'est-ce que c'est? Et le prêtre lui dit, ça se voit que c'est votre première exécution. On installe des tapis pour éviter de faire du bruit, pour éviter que celui qui va être exécuté entende. Et là, la porte s'ouvre, Bontemps se réveille, Bontemps, ayez du courage. Et là, il va l'amener avec ce rituel de la cigarette et du verre de cognac jusqu'à la planche de la guillotine. Et là, il voit qu'un homme est coupé en 2. Et c'est quelque chose qui le marquera, qui le traumatisera toute sa vie. Et c'est pour ça que les prochains procès, il a la ferme intention de sauver leur tête.
C'est là que tout démarre, effectivement. Oui. C'est là que celui qui deviendra le grand défenseur de l'abolition de la peine de mort naît, finalement. Tout à fait. Vous choisissez de faire ces pages dans un code couleur rouge sang, qui sont glaçantes, qui sont assez incroyables. Et puis, vous faites dire aussi quelque chose d'important. C'est aussi à ce moment-là qu'un sondage est fait en France, auprès des Français, sondage sur la peine de mort, où finalement on découvre qu'une forte majorité des Français est favorable à la peine de mort. J'ai le sentiment que vous nous dites aussi, vous nous montrez quelque chose, c'est que longtemps Robert Badinter sera seul contre tous. C'est quand même aussi l'histoire de Robert Badinter. Ce qui, en même temps, je veux dire, ce qui ressemble aussi au combat de Simone Veil, pour le coup. J'ai envie de dire, sont 50-50. Petite parenthèse, en fait, c'est vrai que Robert Badinter a toujours marché sur les traces de Victor Hugo. On est à Barcelone, à Burgos, 1812. Victor Hugo est avec sa maman, il a 12 ans. Et il voit une exécution capitale sur la place. Vous le racontez. Voilà. Et en fait, ça va le marquer. Et il va le raconter. 1848, Victor Hugo, député, assemblée, lui aussi veut abolir la peine de mort. Il ne réussira pas. Et là, Robert Badinter, effectivement, il a été tout seul. Il faut du courage. Il aurait pu être spectateur en disant, c'est ça que j'explique, c'est que quelque part, il aurait pu dire, bon, ça ne me concerne pas. Mais il a mis tout en branle pour pouvoir justement, dans ses idées, dans son idéologie d'abolir la peine de mort. Parce qu'avant tout, c'est un humaniste, comme Victor Hugo. Ah ouais, c'est un humaniste. Et puis, alors, bien sûr que cette histoire-là raconte Badinter. Quand on raconte Badinter, on raconte l'abolition de la peine de mort. Mais il y a tout le reste. Vous racontez aussi la vie de Badinter, son enfance, ce que son père, ce que sa grand-mère, ce que ses origines lui ont porté, et la place d'Élisabeth. Il y a cette scène quand il se prépare pour aller, je reste au début, après on va avancer, quand il se prépare pour aller accompagner Bontemps à la guillotine, le choix de la cravate, comment elle l'accompagne, il y a une tendresse que vous arrivez à décrire que je trouve magnifique. Quelle est la place d'Élisabeth Badinter? Alors pour moi, très honnêtement, beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais moi qui adore ma femme plus que tout, c'est Élisabeth qui a fait Robert Badinter. Avant de se rencontrer, c'était l'avocat des VIP, de Bardot, Jules Dassin, même Charlot. Et le jour où il rencontre Élisabeth Badinter, qui a 12 ans de moins que lui, c'est le coup de foudre. Ils se marient, même d'ailleurs très vite. Et là, Élisabeth Badinter, c'est elle qui va façonner son homme et qui sera toujours derrière, comme Antoine Veil pour Simone Veil. Ah oui. Et en fait, c'est elle qui va vraiment le conduire. Et cette scène avec cette fameuse cravate où il doit se rendre à l'exécution, qu'est-ce que je choisis comme cravate? Et c'est elle qui va non seulement choisir sa cravate, mais qui va l'accompagner tous les deux jusqu'à la santé. Et en fait, elle sera toujours là. Et on dit toujours, je crois, que c'est derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Et bien ça, c'est le cas. Et c'est une histoire d'amour jusqu'au bout qui s'est arrêtée malheureusement il y a 1 an. Et Élisabeth Badinter, j'ai une grande fascination aussi pour cette femme parce que c'est une combattante. Ce sont des gens qui ont eu des convictions, qui se sont battus pour leurs convictions. Et ça, je trouve ça beau. Est-ce que vous l'avez rencontrée? Oui, et en plus de ça, elle a eu le livre. Et le livre, très honnêtement, c'est ce qui a fait que ces mots, c'est un bel album. Vous avez rendu hommage à mon mari et surtout, en gros, vous l'avez respecté. En fait, dans le livre, surtout qu'en bande dessinée, c'est pas facile, mais de respecter, on va dire, le personnage, surtout en bande dessinée, puisque Robert Badinter, comme Simone Veil, est devenu un personnage de BD. On sent le charisme derrière. Vous l'avez respecté dans ce sens où c'est une BD qui va dans le sens de l'humanité. Tout à fait. Voilà. Il y a aussi, je trouve, un regard plus que bienveillant, il y a un regard d'admiration, si je peux me permettre. Tout à fait. Bien placé. Est-ce que vous, quelque part, dans votre façon de raconter ces histoires d'hommes et femmes exemplaires qui ont défendu des idées humanistes, comme vous dites, complètement, c'est une façon pour vous aussi d'être dans un combat, d'être dans un engagement important? Est-ce que c'est aussi une forme d'engagement pour vous? C'est quelque chose qui m'a toujours taraudé. L'injustice, déjà. Ça, c'est quelque chose que j'ai eu très tôt, l'injustice. Toutes les injustices, même petites, font toujours mal. Et comme je l'explique, parce que je rencontre beaucoup d'élèves, que ce soit collégiens ou lycéens, je dis qu'il ne faut pas être spectateur, mais acteur. Et c'est vrai que ces gens-là, au détriment parfois de leur vie, ont combattu le mal, ont combattu certaines idéologies pour pouvoir faire en sorte que demain ou aujourd'hui, on soit libre, qu'on ait droit à l'IVG, qu'on ait heureusement l'abolition de la peine de mort, qui reste clivant. C'est clivant pour le coup, la peine de mort, hein, même encore actuelle. Mais ce sont des exemples, en fait, ce sont des gens intègres.
On ne trouvera jamais de casserole sur Simone Veil ou Robert Badinter. Et pour moi, ce sont des exemples qu'il faut véhiculer, perpétuer dans la tête des jeunes. Alors, c'est des gens qui aussi ont une histoire bien avant eux. Tout à fait. Ce qui est fascinant, c'est l'histoire de la famille de Robert Badinter, une famille qui vient d'une région entre la Moldavie et l'Ukraine, une famille juive askénaze, qui a connu l'exil, qui a connu le déplacement, qui a connu la guerre, qui a connu toutes les horreurs de tout ça. Qu'est-ce qui façonne et qu'est-ce qui fait qu'enfant, et vous le racontez, Robert Badinter sera façonné par ça? Il y a sa grand-mère et il y a son père. Tous les deux sont très importants. Sa grand-mère, en fait, c'est une grand-mère exceptionnelle comme la mienne, en fait. C'est elle qui a beaucoup élevé, en fait, Robert et son frère. Vous allez manger des brioches tous les jeudis après-midi. Ça, c'est formidable, je trouve. C'est génial. En plus, dans le parc du Luxembourg. Et cette boulangerie existe toujours. Je me suis posé la question. Alors, elle a changé, mais elle existe toujours. Et en fait, on ressent vraiment la relation du petit-fils et de la grand-mère. Il avait une fascination. Et quand on voit la fin de sa grand-mère Idis, on a vraiment beaucoup de peine. Et je pense qu'il a été témoin très tôt, avec des yeux d'adolescent, de toute cette persécution, de toute cette horreur. Parce que même, il a été à Paris, après ils ont déménagé à Lyon, en zone libre. Zone libre, pour le coup, il a vu l'arrivée des Allemands, puisque Hitler avait viré les Italiens, donc il a vu les Allemands, et là, l'étau se resserrait. Là, il a vu encore cette persécution encore plus. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il avait aussi la persécution des siens et de son père, parce qu'il a été témoin de l'arrestation de son papa. Donc, quelque part, je pense que c'est quelque chose qu'il avait à cœur de défendre, trop jeune, mais il avait encore cette idée de justice. Et quand il a évolué, quand il a grandi, il s'est souvenu de toute... même son papa lui a fait aussi lui parler de Blum, qui était aussi un être visiblement d'une grande luminosité. C'était des gens inspirants. Mais sa grand-mère lui montrait déjà très tôt l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme était très tôt déjà dans la vie des Badinter, comme ceux de la famille Jacob, avant de devenir Simone Veil. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui a toujours été au fond de lui d'une injustice. C'est fou comment ces grandes figures se sont construites à partir des injustices familiales. Le père de Robert Badinter était un grand pacifiste, un amoureux de la France patrie des droits de l'homme. C'est vrai. Ça, c'est aussi quelque chose qui nous construit, qui fait qu'on a peut-être, tout au long de sa vie, pas envie de faire de pas de côté, pas envie de faire des choses pas bien. C'est ça qui nous façonne aussi? Tout à fait. Et puis, comme vous l'avez cité aussi, c'est que parce qu'il y a des passages qui sont forts quand même en émotion, c'est que son papa, il a une fascination, il y a une belle relation. Et surtout, c'est que son papa, quand sa maman voit que son père son mari n'est pas arrivé, lui demande d'aller le chercher. Et quand il arrive, il monte les escaliers, et puis il voit des Allemands. Puis, bien plus tard, il reconnaîtra Klaus Barbie. Et là, il se rend compte, d'ailleurs, il se demandera toute sa vie s'il a eu le temps de voir son papa se faire arrêter. Et des semaines plus tard, il saura que son papa a été déporté. Donc c'est quelque chose, il n'a pas vu son père partir. Donc il y a eu un manque. Et il y a une scène où, pour le coup, il va devenir l'homme de la maison. C'est lui qui va prendre la responsabilité. Même s'il a un frère beaucoup plus grand. Je pense que Robert avait beaucoup de charisme aussi, comme Simone. Et c'est lui qui va prendre le rôle du père. Et après, on sait qu'ils vont déménager, ils vont essayer de se diriger vers la Suisse parce que c'était un pays neutre, mais ils resteront en Chambéry. Et toute sa vie, en fait, il se demandera, et ça c'est incroyable, même adulte, jusqu'au moment où Klaus Barbie est arrêté, s'il a eu le temps de voir son père. C'est quelque chose qui sera dans sa tête, et ça, je trouve ça formidable. Je voudrais qu'on revienne sur le processus. Vous avez choisi un processus, vous l'avez dit tout à l'heure, très intéressant, c'est d'inventer donc une jeune fille étudiante qui a décidé de faire son mémoire sur Badinter. Et finalement, c'est une façon de parler de transmission, vous l'avez dit, parce qu'elle est jeune, elle fait un travail sur lui, de parler d'admiration, parce qu'on sent bien que c'est une fille totalement en admiration. Et c'est une façon de se raconter. Tout à fait. Et il accepte de se raconter. Donc c'est un processus pour raconter. Ça, c'est un premier processus. Autre processus, je parlais du code couleur. Alors ça, c'est pas vous, mais j'imagine que vous l'avez décidé avec le dessinateur et les coloristes. C'est de raconter avec un code couleur qui fait narration aussi. Je disais, pour parler de la peine de mort, enfin du début avec Bontemps qui se fait guillotiner, vous choisissez la couleur rouge, puis après il y a d'autres couleurs choisies. Racontez-nous pourquoi, comment et ce code couleur. Alors, ce code couleur, je l'avais déjà utilisé sur Simone Veil immortelle. Forcément, on va traverser les années et il y a des fois des flashbacks. Donc, pour ne pas perdre le lecteur, il faut un code couleur pour la narration. Donc, en ce qui concerne Robert Badinter, il y a une couleur bleue. La couleur bleue, on va dire que c'est l'époque actuelle. Donc, quand il se raconte. Quand il se raconte. Donc là, on a un repère. Ouais. Ensuite,
la couleur rouge, qu'on évite en règle générale en bande dessinée, parce que c'est une couleur violente, forcément c'est l'époque violente, c'est l'époque du procès de Bontemps et puis de Patrick Henry un peu plus tard, qui lui sauvera sa tête. Et puis après il y a la couleur un peu plus douce, verte, un peu vert émeraude, où là pour le coup c'est l'enfance. C'est vraiment toute la vie complète, l'enfance et puis Robert Badinter 18 ans et ainsi de suite. C'est vraiment le Robert Badinter d'avant. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les lecteurs ne perdront pas le fil pour le coup. C'est l'histoire de sa vie, c'est l'histoire d'une époque, Oui. parce qu'on plonge aussi dans une histoire de France, importante aussi. Ça, c'est quelque chose aussi d'important pour vous, d'être précis et de vous renseigner sur les moments de l'histoire et ne pas vous tromper. Ah, complètement, mais c'est un travail, j'allais dire, c'est un peu prétentieux d'historien. C'est beaucoup de documentation, c'est beaucoup de lecture, c'est beaucoup de temps à lire les biographies, de lire aussi tout ce que Robert Badinter a écrit. Et en plus, il a écrit beaucoup de poésie, il a écrit aussi des pièces de théâtre. Donc c'est vraiment un homme complet. Mais en fait, comme on s'adresse au public, et notamment au jeune public, parce que je veux toucher vraiment les jeunes, il faut être crédible, authentique. Donc il ne faut pas se tromper. On a eu de la chance, c'est que les auteurs qui avaient écrit sur Robert Badinter, Missika et Zafran, avaient rencontré. Et surtout l'avaient rencontré et l'avaient interviewé. Donc on a pu avoir une base. Et c'est eux qui ont vraiment corrigé le livre, pour le coup. Et donc là, on était sûr de ne pas faire de faute. Et ça, c'est important. En fait, quand on fait des livres comme ça, il faut vraiment être crédible. Et surtout pas avoir de coquilles. Simone Veil, c'était son fils Jean Veil qui avait vérifié le livre. Donc pour le coup, ce qui est génial après, c'est d'être adoubé par la famille. Je me souviens, quand Simone Veil était sortie, Jean Veil m'avait appelé. Simone était déjà au Panthéon, m'avait dit « Écoutez, Pascal, si maman avait été vivante, elle serait vraiment fière. Vous avez fait un magnifique livre. » Et ce qui est formidable, c'est qu'après, je suis resté en contact. Je fais même partie un peu de la famille. Et ça, c'est formidable parce que ce sont deux personnages inspirants. Et encore une fois, au départ du livre, à aucun moment, j'ai imaginé qu'un jour, ils rentreraient au Panthéon. Et donc, les deux sont au Panthéon. Et les deux sont au Panthéon. Vous avez commencé avant qu'il meure. Tout à fait. Il est mort pendant la bande dessinée, pendant le travail que vous avez fait. Je trouve que ça donne une force aussi à votre travail. Badinter, le ministre, l'avocat, le professeur de droit, le militant, l'admirateur de Victor Hugo, tout à la fois, Badinter. Tout à la fois. Et puis, j'aime particulièrement la fin. Ouais. Parce que la fin, très honnêtement, c'est un peu comme dans Simone Veil, où elle est dans la cour des Invalides, il y a son cercueil, on ne comprend pas, puis il y a sa famille qui vient la chercher. Et là, à la fin, on le voit aller au Panthéon, s'adresser, se rendre, se recueillir sur la crypte de Victor Hugo, et là, il entend une voix. Et en gros, je me souviens plus exactement du dialogue, mais c'est un peu genre « Alors Robert, tu peux partir maintenant, tu as fait du bon travail. » Et ça, je trouve ça formidable. Et en fait, Victor Hugo vient chercher son ami Robert Badinter, et puis ils marcheront ensemble. J'imagine que c'est comme ça. Et il va laisser un vide quand même considérable. Oui, c'est difficile aujourd'hui de retrouver des Badinter ? Très difficile. Des Simone Veil, des Badinter. Alors, très honnêtement, encore une fois, comme je vous le dis, je suis souvent dans les collèges et les lycées. Et j'aime bien dans les élèves en disant, vous savez, parmi vous, peut-être qu'il y a une future Simone Veil, peut-être un futur Nelson Mandela ou Martin Luther King, qui sont mes valeurs, qui sont pour moi très inspirants, ou Robert Badinter. Et je pense qu'en semant des graines, un jour, on ne sait pas, quand on voit Simone Veil qui à 16 ans était sur le quai de Auschwitz pour être gazée, on voit ce qu'elle est devenue, une grande dame, une icône, un symbole. Peut-être que dans toutes les personnes que je rencontre depuis plus de 10 ans, peut-être qu'il y a une future Simone Veil, je serais très fier, ou un futur Robert Badinter. Mais pour le moment, j'ai envie de dire que le moule est cassé. On a commencé sur l'engagement. Je voudrais qu'on finisse sur ça aussi, sur la valeur finalement de la littérature. Aussi, la littérature, ça peut aussi ouvrir des voies, ouvrir des portes, ouvrir des envies de bouger le monde. Ça... C'est politique, la littérature, dans le bon sens. Nelson Mandela le disait, j'ai plus forcément la formulation, mais la littérature, de toute façon, la culture, c'est ce qui sauvera le monde, je pense, j'espère. Et ça, de plus en plus, j'essaye de m'adresser aux jeunes pour leur dire surtout, cultivez-vous, lisez. Parce qu'il faut être honnête, de moins en moins de jeunes lisent, malheureusement. Et quand on voit ces grands de ce monde, qui ne sont malheureusement plus là, ils ont fait de grandes choses grâce à la littérature. La littérature bouge les choses, la culture aussi. Un stylo peut parfois bouger les montagnes. Et l'amour aussi, parce que finalement dans vos histoires, quand c'est Simone Veil et son mari, quand c'est Robert Badinter avec Elisabeth, vous avez parlé de Beaté et Serge Klarsfeld, c'est
quand même souvent des couples, Oui. des histoires très fortes d'amour. Il y a quelque chose aussi quand même qui montre aussi que peut-être pour faire un grand humaniste, c'est quelqu'un aussi qui doit aimer beaucoup et qui doit se faire beaucoup aimer aussi. Mais l'amour, c'est tout, en fait. Et en plus, l'amour, c'est à deux. C'est une fusion, c'est le même combat. L'un ne va pas sans l'autre. Les couples, les Klarsfeld, Beate et Serge, elle, allemande et lui juif, Antoine et Simone Veil, Elisabeth et Robert Badinter, en fait, ils ont tous le point commun, c'est l'amour. C'est une fusion. C'est l'écoute aussi. Pardon ? C'est l'écoute. C'est l'écoute, tout à fait. Le respect, tout à fait. Très honnêtement, quand j'ai fait Simone Veil ou Robert Badinter, c'est prétentieux, mais j'ai tout de suite quand même pensé à ma femme et à moi, parce qu'on est vraiment un couple amoureux. Et que ce soit dans, notamment, Serge Klarsfeld et Beate, la première fois que je suis allé, j'ai vu les étoiles dans les yeux de ces deux personnes. Ils se parlaient doucement, en douceur. Il y avait un respect, une admiration. Et ça, je trouve ça formidable. Et je trouve qu'il y a de la simplicité aussi. Quand il y a ce moments où on se sert un verre de vin rouge et on discute, on s'écoute, on se respecte mutuellement. Personne ne fait de l'ombre à l'autre aussi. Complètement. Parce que le cas d'Elisabeth Badinter, c'est quand même quelqu'un aussi qui s'est fait connaître par sa pensée aussi. Tout à fait. Il y a quelque chose de l'ordre, on peut discuter pendant des heures ensemble sur la société, sur les valeurs, sur nos combats. Pour la petite anecdote, chez les Badinter, rue Guidemer, juste en face du Beau Parc du Luxembourg, chacun avait sa pièce, son étage. En fait, ils n'empiétaient pas l'un sur l'autre. Et c'était assez formidable parce que quand on allait voir par exemple Robert Badinter ou Elisabeth Badinter, l'un n'allait pas chez l'autre en fait. Et c'est ça. Et chacun avait sa bulle. Dans le bureau de Robert Badinter, puisque j'avais vu des photos, c'était vraiment un musée. Il y avait du Voltaire, il y avait du Robespierre aussi, mais Robespierre était un avocat, Robespierre avait une belle plume aussi, puis il y avait surtout du Victor Hugo, des lettres originales, enfin, c'était un véritable musée. Il avait aussi des objets qui lui tenaient à cœur, comme cette cuillère qu'il avait récupérée à Auschwitz, donc c'est des choses symboliques. On a besoin aussi de symboles, et c'est pour ça que je fonctionne comme ça en fait. Et Badinter était un humanitaire, un homme, mais aussi un symbole. Complètement. Il est devenu un symbole. Merci beaucoup Pascal Bresson. La valeur de la bande dessinée, c'est qu'effectivement ça s'adresse à tout le monde, c'est quelque chose qui s'ouvre plus. Vous êtes sur un autre projet ou pas? Alors oui, plusieurs. Je suis en train de travailler sur un gros livre. En fait, c'est l'histoire du peuple juif. C'est-à-dire que je commence de l'Antiquité jusqu'au 7 octobre. J'explique vraiment l'antisémitisme, pourquoi l'antisémitisme et surtout combattre l'antisémitisme. Vous êtes sur un vaste sujet. Ouais, là je sens que je vais m'attirer encore des foudres. Et sinon je travaille aussi sur l'adaptation du best-seller La sage-femme d'Auschwitz, que je fais aussi. Et pourquoi tout ça? Ça c'est parce que ça me passionne en fait. Je suis en train de faire aussi Bernard Nathan, qui était un juif aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui était un producteur qui a été injustement accusé et qui est parti à Auschwitz. Un peu plus léger, je fais aussi l'adaptation de La femme de ménage. D'accord, ok. Voilà. Vous trouvez le temps d'aller vous promener sur la plage? Oui, après c'est vraiment pour le coup... Vous êtes du côté de la Bretagne? Je suis à Saint-Malo, tout à fait. Et je suis à Saint-Servant, je ne suis pas très loin de la mer, mais comme vous l'avez dit, j'ai une femme aimante, on est un couple heureux, donc quand l'amour va, tout va. Tout va, donc pour moi, il n'y a pas de problème. Dernière question, vous avez dit je vais encore m'attirer des foudres. Ça veut dire que depuis que ça vous arrive d'être critiqué, J'ai été attaqué, j'ai reçu des lettres de menaces, des lettres déposées dans ma boîte aux lettres avec des gravures d'Hitler et Mussolini avec une croix. Sur Simone Veil, le pire ça a été pour les Klarsfeld. J'ai été vraiment attaqué. Badinter, je suis attaqué aussi parce qu'encore une fois c'est des clients. Il y a encore des gens qui sont pour la peine de mort. Donc voilà, je suis constamment embêté, j'ai dû changer de téléphone. Quand je me suis marié, on a changé d'adresse, je la communique quasiment pas. Donc c'est gravissime. Ouais, c'est gravissime. Ça dérange. Et en même temps, j'ai envie de dire que si ça dérange, c'est que c'est bon signe. Voilà. Enfin, ne changez rien. Non, mais non, faut pas. C'est ce que je dis souvent quand on est vraiment des auteurs engagés, parce qu'il y a d'autres auteurs de BD engagés. On n'a pas le droit de plier, sinon ils ont gagné. Et moi, je crois vraiment aux valeurs. Je crois vraiment aussi, pour le coup, à la justice. Donc voilà, il faut faire vivre ces personnages. Robert Badinter, vous signez l'histoire, le scénario et Christopher signe les dessins, les couleurs. Il n'est pas tout seul pour les couleurs. Caroline Godot. Voilà, c'est ça, j'ai bien vu. Et c'est aux éditions Marabule. Merci infiniment. Merci Sarah, merci beaucoup.